tous, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. C'est votre émission For You Matin, la dernière livraison de la semaine qui démarre à l'instant, avec notamment une problématique. Ce matin, sur la table de cette émission, nous parlerons du Mali. Nous reviendrons largement sur le rapport des Nations Unies rendu public le 12 mai dernier, dans lequel, bien sûr, le Bureau aux droits de l'homme des Nations Unies accuse donc ouvertement les forces armées maliennes d'avoir exécuté au moins 500 personnes en mars 2022 au cours d'une opération conduite du côté de Mora, une localité du centre du Mali. Pour le gouvernement malien, il s'agit d'une brillante opération antiterroriste qui s'est soldée par la mort de nombreux obscurantistes. Aussi, de nombreuses irrégularités ont été observées dans ce rapport des Nations Unies. Ces irrégularités qui laissent entre autres présager une démonstration parfaite de l'instrumentalisation des droits de l'homme, avec notamment pour objectif de ternir l'image non seulement des autorités de la transition malienne, mais aussi des vaillantes forces armées maliennes. Nous en parlerons largement ce matin avec notamment le concours de notre invité, le consultant permanent de cette émission de For You Matin. Il s'agit notamment de M. Anatole Albert Aïssi, notre confrère journaliste. Il est également directeur de publication du bimensuel Le Cactus qui paraît du côté du Cameroun. Bonjour à vous, Anatole Aïssi. Bonjour à vous, Baudelaire Nguéné. Je dis bonjour aux techniciens qui s'évertuent pour nous donner de la visibilité. C'est grâce à eux que nous pouvons être justement audibles et visibles. Je dis bonjour au top management, je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au peuple noir qui est combattu partout sur la planète Terre, qui subit le racisme, la xénophobie, comme c'est le cas actuellement du côté, n'est-ce pas, de Mayotte. Il s'agit d'un département outre-mer français. Je dis bonjour aux Maliens qui sont mobilisés contre cette imposture, une fois de plus, justement de l'oligarchie mondialiste criminelle internationale, que vous appelez l'ONU. Et je dis spécialement bonjour ce matin, justement, aux militants sympathisants du mouvement Irewolo. Nous sommes du côté toujours du Mali. Oui. Quand je l'ai dit, je vais commencer par mon coup de gueule habituel. S'endetter pour payer les dettes, il faut le faire. Ça, c'est l'exploit que vient de réaliser Nana Akufo-Addo du côté du Ghana, à qui le FMI vient d'octroyer 3 milliards de dollars pour éponger ses dettes. Nous attendons de voir quelle est la contrepartie de cette magnanimité du FMI. Oui. Merci pour l'invitation. Même si, il faut le dire, le Ghana est quand même secoué par une crise économique. L'un des scandales d'ailleurs du mandat de Nana Akufo-Addo de ses côtés, cette aide du FMI pour le gouvernement ghanéen devrait permettre donc à ce Ghana-là de se relancer économiquement parlant. De toutes les façons, comme vous l'avez dit, la contrepartie justement de cette aide est plus que jamais attendue et nous scrutons de près l'horizon afin notamment d'avoir plus d'informations concernant justement le pays de Nana Akufo-Addo. Mesdames, Messieurs, nous ouvrirons les échanges dans un court instant. Le temps pour nous d'aller tout dans un premier temps du côté de la réalisation. Nous prenons une petite tranche d'informations juste derrière. Nous parlerons du Mali. Nous parlerons bien sûr de ce rapport des Nations Unies. Reposons sur une base d'intérêt mutuel entre le Cameroun et l'Algérie. L'accord paraphé le 15 mai 2023 entre le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Massena Ngalebi-Behé, et son homologue algérien Youssef Cherfa dans le domaine des transports et de la météorologie, a pour vocation de consolider les liens entre Yaoundé et Alger. À travers cet accord, les instituts de recherche et de formation des deux pays opérant dans ces deux domaines s'engagent à coopérer à travers l'échange d'expériences et d'expertise entre les structures de régulation et de supervision, notamment les secteurs aériens et maritimes, l'organisation de stages de formation au profit des étudiants et stagiaires camerounais et algériens dans les établissements publics, la mise en place d'un cadre juridique pouvant renforcer les échanges entre les deux pays. Le ministre algérien des Transports a précisé que cet accord intervient 2 ans après la signature d'un accord entre le Cameroun et l'Algérie pour l'ouverture d'une ligne aérienne entre les deux pays et pour faire de l'aéroport international Ouari Boumedienne d'Alger
un hub reliant les aéroports camerounais à ceux de l'Europe. Discours à caractère tribaliste, discriminatoire et teinté de haine se propagent au Cameroun, encore plus via les réseaux sociaux, et au moment où le Cameroun célèbre l'unité nationale, il est important d'agir. C'est d'ailleurs une constatation faite par le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, je cite, « Nous constatons que le discours de haine est une menace à l'unité nationale. Ceux qui prêchent le tribalisme et la xénophobie jouent avec l'avenir du Cameroun. » Fin de citation. Sur Facebook, Twitter, dans les forats WhatsApp ou encore autres réseaux sociaux, la communication prend une autre tournure. Une qui difficilement aide à la construction du pays ou à la bâtisse d'un Cameroun de paix, prospère et accueillant. Conscient de cette tare profonde qui menace aujourd'hui la sécurité et la vie d'hommes politiques, de leurs partisans et même celle des hommes et femmes de médias, les ministres de la communication, de l'administration territoriale et le président de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme ont frappé du poing sur la table lors d'une conférence de presse tenue le 17 mai 2023. René Emmanuel Sadi, Paula Tangandi et Peter Mafani Moussongue ont invité le peuple camerounais à un patriotisme sans égal, mais aussi rappelé que la loi est en droit de frapper de lourdes sanctions les contrevenants. Je cite, est puni d'un emprisonnement à 2 ans et d'une amende de 300 000 francs à 3 millions de francs CFA, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède à des incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Fin de citation. Un rappel du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Aujourd'hui, ces discours de haine se transforment en appel à la lapidation sur Internet, surtout dans le cadre d'échanges sur des questions politiques. Un méfait qui s'est accentué après l'élection présidentielle de 2018, remportée pour la énième fois par le président Paul Biya, tandis que le MRC revendiquait une victoire. Fin. Les enjeux stratégiques et sécuritaires liés à la criminalité en mer, les trafics de ressources, de drogue, ainsi que la montée de l'abédase terroriste, telles sont les principales articulations de ce rendez-vous régional qui a rassemblé les ministres des Affaires étrangères qui représentent les 5 îles sœurs, à savoir Madagascar, Maurice, les Seychelles, la Réunion, les Comores ainsi que la France. S'exprimant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le ministre malgache des Affaires étrangères, Yvette Silla, a souligné la nécessité d'assurer le contrôle des océans dans le respect des principes de solidarité pour la protection des zones côtières. Également présent à Antananarivo et présent aux travaux, les représentants des collectivités de la Réunion, les membres, observateurs et partenaires dont l'Union européenne, l'Agence française de développement, les agences des Nations unies, la francophonie, l'Inde, la Chine et le Japon. Rappelons que la Commission de l'océan Indien se tient une fois par an en session ordinaire à l'invitation du pays assurant la présidence. Les commissions électorales nationales indépendantes en abrégé CENI, au terme d'une réunion tenue à son siège à Kinshasa, s'est longuement attardée sur les questions liées à la formation du personnel et à l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures en abrégé BRTC en prévision de la convocation imminente de l'élection. Au cours de la même réunion, les membres du bureau de la CENI ont également validé les guichets de procédure pour le fonctionnement et la formation des membres des BRTC. D'après le document de la CENI du 26 juin au 15 juillet, il est programmé l'ouverture des BRTC à la députation nationale, dépôt de traitement des dossiers de candidature. Le 2 août, convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et des conseillers communaux. Du 3 au 22 août, ouverture des BRTC pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Et le 1er septembre, convocation de l'électorat pour la présidentielle. L'équipe dirigeante de la CENI a précisé que ces opérations sont programmées conformément au calendrier électoral 2023-2024, rendu public le 26 novembre 2022, dont les grandes opérations sont normalement les constitutions du fichier électoral,
l'opération de réception et de traitement des candidatures au scrutin direct, l'organisation des scrutins directs et indirects, l'élection des gouverneurs, ainsi que celle des sénateurs. Téhéran entend une nouvelle fois se tourner vers Moscou pour l'aider à exploiter une dizaine de gisements de gaz et de pétrole, a ainsi déclaré le ministre iranien du pétrole, Javad Oji. Le responsable a rappelé que le partenariat avec la Russie avait déjà porté ses fruits, expliquant que des discussions étaient en cours pour collaborer sur ces nouveaux gisements. De son côté, le vice-premier ministre russe Alexander Novak a précisé la nature de ces nouveaux projets. Il a détaillé que 6 gisements étaient considérés comme pétrolifères par les sociétés russes. Côté gaz, le géant russe Gazprom pourrait collaborer avec des compagnies iraniennes sur le champ de South Pars et de Kish. Moscou et Téhéran envisagent par ailleurs de créer une plateforme d'échange électronique pour les ventes de gaz dans le sud de l'Iran, a par ailleurs annoncé le vice-premier ministre russe. Le processus pourrait néanmoins prendre un certain temps puisqu'il nécessite d'attirer partenaires et fournisseurs sur ce nouveau réseau. Enfin, les deux pays discutent de la possibilité de réaliser des transactions en yuan. Plus de 80% des paiements irano-suisses se font déjà en devise nationale, a précisé le responsable russe. À en croire les propos du ministre de la Communication Aziz Mohamed Saleh, des attaques et des incursions ont récemment été recensées dans la partie sud du pays, plus précisément le village Mangadé, dont la sous-préfecture de la Magné, province du Logone oriental. Le ministre de la Communication informe que ces groupes armés sont essentiellement composés de Tchadiens qui se sont repliés sur le territoire centrafricain. Le gouvernement tchadien a réagi vigoureusement en déployant le long de la frontière des forces de défense et de sécurité pour riposter, de manière à approprier, neutraliser ces bandes armées et récupérer les biens volés. Face à cette situation, le gouvernement assure à la population que la situation est sous contrôle et que les opérations de ratissage se poursuivent pour renforcer la paix et la sécurité dans la région. Il salue également la franche collaboration de la population, des autorités administratives et des militaires centrafricains pour établir la tranquillité parmi les populations locales. Et dans l'optique de combattre ces rebelles, le gouvernement tchadien a récemment installé une base militaire qualifiée d'extrêmement robuste à Gorée, près de sa frontière avec la Centrafrique. Selon les spécialistes de la région, ce sont désormais des groupes rebelles tchadiens qui sont signalés dans cette zone de la préfecture de la Vakaga, dans l'extrême nord de la Centrafrique. Le groupe le plus important, le MRST, est constitué en majorité de sudistes qui avaient déjà pris des armes dans les années 80. Les sources tchadiennes parlent même de chiffres allant de plusieurs centaines à 300 combattants en formation. Retour sur ce plateau de For You Matin, vous faites bien d'être nôtre. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent information et débat. Et ce matin, dans le cadre de nos échanges sur le plateau, nous parlerons du Mali, nous parlerons surtout de ce rapport des Nations Unies rendu public le 12 mai dernier, dans lequel, bien sûr, le Bureau aux droits de l'homme de l'ONU accuse donc ouvertement les forces armées maliennes d'avoir exécuté au moins 500 personnes lors d'une opération qualifiée d'opération de Moura, une opération censée notamment éliminer des obscurantistes. Selon d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, cette opération a été une véritable réussite. Le porte-parole du gouvernement malien a par ailleurs qualifié le rapport des Nations Unies comme étant bien sûr biaisé, reposant entre autres sur des faits non avérés. Il s'agirait donc visiblement, selon la partie de Bamako, une véritable démonstration et instrumentalisation des droits de l'homme, avec notamment pour objectif non seulement de ternir l'image des autorités de la transition, mais également des forces armées maliennes. Nous en parlons ce matin avec notamment le concours de notre invité, consultant permanent, M. Aïssi, qui est avec nous ce matin. Alors, nous démarrons à l'instant, Anatole Aïssi, et ce rapport des Nations Unies a été
on va le dire de cette façon, qualifié de bidonnage par bon nombre d'observateurs. Les autorités de la transition malienne ont parlé de rapports biaisés reposant sur un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies. De votre regard d'observateur, de journaliste, quelle qualification donnez-vous à ce rapport des Nations Unies aujourd'hui qui met en évidence des exactions qu'auraient commises les forces armées maliennes? On parle de quelques 500 personnes tuées à l'occasion notamment de cette opération antiterroriste menée du côté de Mora. Avant Oui. d'utiliser les qualificatifs que vous voulez, que vous souhaitez, Oui. remettons d'abord les événements, ou si vous voulez les éléments dans leur contexte. Je parle de ce soi-disant rapport Oui. du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, qui n'est pas le premier à charge contre les autorités maliennes ou bien de l'armée malienne. Ce rapport intervient dans le triple contexte, d'abord du départ de Barkhane, Oui. avec tout ce que cela a eu comme conséquence du point de vue diplomatique, du point de vue opérationnel, du point de vue même politique. Ce rapport intervient également dans le contexte où, de plus en plus, Oui. la majorité des Maliens exige le départ de l'aménagement. Oui. Ce rapport intervient également dans le contexte de propagande anti-russe qui est portée par à la fois Paris, ses médias et le bloc occidental soutenu par Washington du côté du Mali. Oui. Vous savez, c'est là le Mali ne fait pas de mystère quant à son choix stratégique de la Russie. Donc, c'est dans ce contexte justement que intervient également ce rapport où, je vous indiquais tantôt, il y a toute une propagande qui est organisée contre la Russie, contre les paramilitaires russes de ce côté-là, qui justement aident le Mali à combattre les menaces asymétriques. Ce rapport intervient enfin dans un contexte où le Mali, depuis l'année dernière, a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies par voie de plainte contre la France pour violation de sa souveraineté, pour violation de son espace aérien, pour des exactions diverses. Et nous attendons toujours justement la réunion d'urgence qu'avait demandé le Mali pour exposer ces voilà. preuves. Comme d'habitude, il nous envoie dans le chemin de la diversion et non ce qui est l'objectif de notre point de vue. C'est donc dans ces différents contextes qu'intervient ce soi-disant rapport qui, de mon point de vue, est un rapport délosif. C'est un rapport à charge. C'est un rapport qui a été obtenu par des voies illégales qui violent une fois de plus le droit international, qui est devenu une instrumentalisation quand ça concerne les pays du Sud et qui est justement leur caisse de résonance. Ce rapport intervient également, il s'agit également d'un rapport qui viole la souveraineté du Mali. Dans les différents communiqués que j'ai eu à parcourir, il est établi que c'est par voie de satellite que ce rapport, c'est pas les éléments c'est pas voie de satellite, c'est-à-dire que les informations, le Haut Commissariat aux Nations Unies a pu avoir les éléments qui ont justement fondé ce fameux rapport. Ce qui suppose donc qu'il y a comme une sorte d'acharnement géopolitique, d'acharnement diplomatique, d'acharnement illégal contre les autorités maliennes et de l'armée malienne. Dans le contexte où nous constatons malheureusement que la mission qui a été dédiée à l'aménagement, qui est un démembrement de cette cellule terroriste que vous appelez l'ONU, n'a pas été capable de pouvoir produire. Il ne s'agit pas d'aménagement, qui n'est pas capable justement d'apporter les résultats attendus dans son engagement, dans ses engagements pris dans le contexte de la lutte contre les menaces asymétriques au Mali. Donc, il est question donc pour l'ONU, ou du moins en ce qui concerne le commissaire aux Nations Unies pour les droits de l'homme, de venir au secours de ces relais
n'est-ce pas, dans la zone que vous appelez la France. Oui. C'est ça qu'il est question. Il y en a qui vont nous traiter n'est-ce pas, de complotisme. Mais c'est une évidence. Savoir que depuis que les autorités maliennes et les Maliens ont botté le derrière de Barkhane, n'est-ce pas, de ce côté-là, eh bien, tout est fait, tout est mis en œuvre pour faire une propagande contre la Russie pour s'engager, je veux dire, organiser des campagnes de propagande anti-autorité malienne, anti-FAMA. Donc, tout est mis en œuvre justement pour instrumentaliser non seulement l'opinion internationale, mais également l'opinion nationale malienne. C'est ce qu'il est question. C'est le temps que, cerise sur le gâteau, les autorités maliennes ont suspendu justement les financements français au profit de certaines associations ou ONG qui travaillent au Mali pour, non pas les intérêts maliens ou du Mali, mais qui travaillent pour le compte justement de la France et de l'Union européenne. Donc c'est ça qu'il est question. Ça veut dire que vous êtes en train de recenser autant d'éléments aujourd'hui pour essayer de comprendre l'acharnement ou du moins le contenu de ce rapport. Quand vous parlez du départ de Barkhane, des manifestations à répétition contre la MINUSMA de ce côté, la campagne anti-russe, les campagnes anti-FAMA, la plainte du Mali qui a été déposée auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a jamais véritablement été ouverte, la réunion d'urgence exigée par le Mali qui n'a jamais été convoquée, c'est-à-dire la rupture, parlant justement de ces financements français vis-à-vis des ONG françaises du côté du Mali. L'interdiction. Donc ça veut dire, c'est pour mieux comprendre aujourd'hui le contenu de ce rapport, pour vous, il faudrait mettre ensemble tous ces éléments-là. Et c'est justement ce que le bloc occidental n'arrive pas à véritablement digérer du côté du Mali. Le problème, c'est qu'ils n'aiment pas les États qui s'affranchissent. Oui. Ils n'aiment pas les États qui s'émancipent. Or, malheureusement pour eux, les autorités maliennes ont engagé n'est-ce pas, le Mali et les Maliens sur le chantier de la modernisation, sur le chantier de la souveraineté, sur le chantier de la modernisation des institutions. Donc, ils sont en train de tout faire pour justement empêcher la dynamique justement de ce changement, de cette rupture, de véritablement prospérer. Je voudrais, il y a un dernier élément, un dernier contexte que j'ai certainement oublié de citer. Ce rapport intervient également dans le contexte de la tenue prochaine d'un référendum en vue de l'adoption de la nouvelle constitution qui va donner de plein pouvoir, c'est un pouvoir au président malien, qui va donner beaucoup de souveraineté, qui va rétablir la souveraineté et l'indépendance du Mali. L'objectif de tout cela, c'est quoi? Mettre la pression sur les autorités de Bamako, ternir l'image des forces armées maliennes, ternir l'image du gouvernement malien, finalement, à quelle fin? Un rapport pareil, un rapport qualifié de bidonnage. Lorsque je voudrais vous plonger dans le protocole de Toronto, ou bien dans la charte de l'impérialisme, ou bien le code noir. Oui. C'est-à-dire que chaque fois qu'un peuple qui est contrôlé par eux, qui est sous leur tutelle, va chercher à s'émanciper, on va lui sortir des scandales imaginaires. Bon, c'est de ce qu'il est question. On va lui sortir, n'est-ce pas, les histoires de violation des droits de l'homme, des droits humains. Vous voyez que depuis que c'est surtout l'aspect qui ressort, violation des droits de l'homme, quand on parle de près de 500 civils. Mais ils oublient. Ils oublient que, et comme d'habitude, ils oublient, nous sommes dans une sorte d'indignation sélective, inadmissible. Ils oublient que je crois que c'était en 2022, en début d'année 2022, mais la France a commis des exactions à Mopti, où l'aviation française a tué des civils. Mais ils n'ont jamais fait pression sur la France pour avoir un peu plus, n'est-ce pas, d'éclairage de ce côté par rapport à ces exactions. Et ce n'est pas la dernière exaction que l'armée française ait commise.
vous en avez qui n'ont pas été relayés par les médias, ni par leurs ONG qui sont financés par eux et qui travaillent pour eux. Donc, vous avez comme ça une multitude d'exactions qui ont été commises par les forces Barkhane, en tout cas par les forces étrangères qui ont envahi carrément le Mali. Donc, vous ajoutez donc à cela les éléments de la plainte qui a été déposée par les autorités maliennes du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'ont jamais prospéré. Je voudrais quand même vous rappeler que le patron de la diplomatie malienne avait chargé, n'est-ce pas, la France d'être porteur, de porter justement cette requête. Je crois que les documents circulent. Vous avez vu l'attitude, n'est-ce pas, à la fois d'Antonio Guterres, vous avez vu l'attitude de la diplomatie française, vous avez vu l'attitude de l'Union européenne qui ont fait coalition pour que cette affaire ça ne prospère jamais. L'objectif aujourd'hui, je suppose donc répondre à votre question, l'objectif aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, c'est quoi? C'est qu'il faut empêcher par tous les moyens au Mali, aux autorités maliennes, de s'engager dans une voie d'émancipation, de s'engager dans une voie d'autonomisation, de s'engager dans une voie dans la voie d'une véritable indépendance du Mali. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, l'insécurité au Mali nourrit l'Union européenne. L'insécurité au Mali nourrit le bloc mondialiste. L'insécurité au Mali nourrit la France. Nous ne sommes pas là dans la dénégociation, dans la dénégation des contradictions qui peuvent être les normes, mais qui ne sont pas des crimes. Même dans une famille, il y a toujours, il peut y avoir des contradictions, mineures ou majeures. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour les régler. Mais sauf que lorsque vous avez des ingérences extérieures, comme c'est le cas, n'est-ce pas, de la situation malienne, avec des gens qui pensent aimer le Malien ou le Mali plus que les Maliens, vous avez un problème. Il y a véritablement un problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Union européenne, avec son attelage que vous connaissez. Voilà donc qui est dit. Nous reviendrons dans le cadre de cet échange, notamment sur la réaction des autorités maliennes. On rappelle qu'elles ont ordonné l'ouverture d'une enquête contre les Nations Unies pour espionnage, atteinte à la sécurité extérieure de l'État, complot militaire, entre autres. Mais je voudrais tout de même qu'on dise un mot, Anatole Aïssi, sur cette plainte, puisque vous avez ouvert cette brèche. La plainte déposée par le Mali en 2022 du côté des Nations Unies, le Mali avait ouvertement disposé des preuves suffisantes selon lesquelles la France nourrit le terrorisme du côté du Mali. La France avait par la suite souhaité une convocation d'une réunion d'urgence du côté du Conseil de sécurité. Pratiquement un an après, la plainte est restée, on va le dire, sans véritable retour favorable pour l'heure. Pourquoi cette plainte du Mali, pour vous, décidément, n'arrive pas à véritablement aboutir? Pourquoi justement on a du mal à finalement convoquer cette réunion d'urgence afin d'exposer ces preuves-là pour vous? Qu'est-ce qui fait problème? À quel niveau mais ce qui fait problème, c'est que les gens d'en face, ils ont peur de la vérité. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils ont le monopole de la vérité, qu'ils sont les démocrates, ils ont le monopole de la justice, ils ont le monopole du respect du droit international, qu'ils instrumentalisent, comme je l'ai dit tantôt. Mais sauf qu'ils ont pensé que le Mali spéculait, que le Mali n'irait pas jusqu'au bout, n'est-ce pas, n'était pas déterminé à mettre en lumière, n'est-ce pas, les actes à la fois terroristes, frauduleux et illégaux menés sur son territoire par l'armée française. C'est ça qui est la question. Mais écoutez, pour être membre au Conseil de sécurité, il faut être respectueux du droit international du droit de l'homme. Ce que la France au Mali n'a pas fait. Et je crois que ça devrait être une raison pour que le Mali, pour que la France perde son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'elle n'est pas respectueux justement des principes qui régissent, n'est-ce pas, sa place au sein de cette instance internationale. Qu'il faut quand même reconnaître, c'est une instance qu'il faut réformer à défaut de détruire tout ça. Parce que, en tout cas pour nous les Africains, nous qui sommes population, qui sommes originaires, habitants des pays du Sud, cette institution mondialiste nous dessert, ça ne sert à rien du tout. Donc, aujourd'hui, la plainte
qui a été déposée par le gouvernement malien et qui est classée sans suite jusqu'à ce jour est la preuve que le droit international est à géométrie variable et ne s'applique pas aux pays comme le Mali, comme le Cameroun. En tout cas, ça ne s'applique pas aux pays africains, aux pays du Sud, mais ça s'applique aux pays européens qui l'instrumentalisent. Dès lors, nous avons bon droit de penser qu'il faut sortir cette affaire parce qu'ils ne peuvent pas être d'accord qu'on réforme leur institution qui est une institution à leur service qui s'instrumentalise n'est-ce pas, au détriment des intérêts des autres peuples. Quand je l'ai dit, Baudelaire Nguéni, il faut qu'on soit sérieux. Allez-y. En disant ceci, on ne peut pas engager l'opinion publique internationale dans la diversion. Ce qui se passe au Mali avec ce fameux rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est de la diversion. Je dis bien, c'est de la diversion. Diversion. La diversion en ce sens que. Oui, allez-y. Vous avez des véritables problèmes qui ont été soulevés par d'abord le peuple malien et les autorités maliennes, et non seulement, et pas seulement. Mais en plus, est-ce que le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies est bien placé pour nous parler du respect des droits de l'homme? Non. Ce machin est très mal placé pour parler du respect des droits de l'homme. Je vais prendre l'exemple. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en 2011 où l'ONUCI a commis des exactions, a tué une partie du peuple ivoirien. Vous parlez de la force des Nations Unies. Du côté déployée de la côté. L'ONUCI du côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Qui était, le représentant à l'époque s'appelait Choi. Est-ce que le Haut Commissaire de l'Homme pour nous opposer, n'est-ce pas, cette contre-vérité? Deuxième élément. Allons même dans le contexte malien. Oui. Vous avez la MINUSMA qui a commis des exactions contre les populations civiles. Est-ce que pour le Haut Commissariat, les satellites du Haut Commissariat n'étaient pas opérationnels à ce moment-là? Allons dans le contexte libyen. Est-ce que les satellites du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme n'étaient pas opérationnels pour voir qu'il y a eu des exactions qui ont été commises en Libye contre les populations civiles au motif fallacieux? Mais il faut mettre au grand jour toutes ces exactions qui sont commises. Ces exactions sont mises au grand jour, mais sauf que c'est de manière sélective, comme il a dit tout à l'heure. Le droit international s'applique aux autres peuples qui n'ont pas une bombe de dissuasion, c'est-à-dire une bombe nucléaire. C'est ça qu'il est question. Ne soyons pas naïfs. Mais si l'Afrique avait une arme de dissuasion, tous ces narratifs, je veux dire, toutes ces prétentions, tout ce mépris que nous, ces mondialistes, n'auraient jamais lieu. Ça n'aurait jamais se passé s'il y avait un seul pays en Afrique qui avait une bombe nucléaire. Je vous dis, ça imposerait le respect. Mais puisque dans le contexte actuel, il n'y a aucun pays africain qui dispose d'une bombe nucléaire, c'est pas qu'ils peuvent se permettre de saloperie chez nous. Excusez le terme. C'est pas qu'ils peuvent se permettre de faire tout et n'importe quoi chez nous. Donc, dès lors qu'il sera possible de leur opposer justement la violence, puisque c'est leur modèle de gouvernance, c'est leur modèle politique, la violence. Dès lors qu'on va leur opposer la violence, ils vont nous respecter. Et il va falloir justement, quand nous sortons, ce n'est pas de la subversion que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de dire est vrai. Dans le contexte de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, lorsque le dialogue politique a échoué, qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'ANC était obligé d'imposer le respect par la lutte armée. Et je pense que nous allons finalement entrer dans la lutte armée contre ces mondialistes qui viennent nous donner des leçons, n'est-ce pas, sur les droits de l'homme, sur le droit international, sur la démocratie. C'est des choses qui sont inacceptables lorsque vous connaissez, lorsque vous avez une panoplie de contre-vérités à leur opposer. En tout cas, de notre point de vue de panafricanisme, ce rapport du Haut Commissaire des Nations Unies ne peut pas être opposable aux autorités maliennes dans les conditions qu'il a été, dans le contexte, si vous voulez, dans le contexte que nous connaissons, mais surtout dans les conditions où il a été rédigé ce rapport.
Les conditions, notamment avec la méthode de collecte des informations, est plus que jamais aujourd'hui remise en cause. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement malien parle aujourd'hui d'espionnage. Mais puisque nous parlions, M. Anatole, ici de cette plainte, un an après, toujours pas de retour favorable. Pour vous, que doivent faire aujourd'hui les autorités maliennes? Peut-être que le moment est venu pour que la partie malienne expose au grand jour les preuves au monde entier, les preuves dont elle dispose clairement aujourd'hui. Les médias sont là. Il faudrait peut-être qu'on passe à la phase opérationnelle, qu'on expose justement ces preuves au grand jour. Je pense qu'il est important justement que les autorités maliennes prennent leurs responsabilités, comme elles l'ont toujours prises, c'est leurs responsabilités. Mais justement, en exposant au grand jour la perfidie, n'est-ce pas, la félonie de cette fameuse communauté internationale, notamment la France, du côté du Mali, et pas seulement de la France. Oui. Je voudrais vous faire comprendre une chose. L'amusement au Mali, c'est de la corruption. Oui. L'amusement au Mali, comme partout ailleurs, là où ils envoient cette racaille-là, n'est-ce pas, de membres de l'ONU, oui. comme ce qu'ils appellent les forces de maintien de la paix, forces d'interprétation, toute cette racaille-là, c'est de la corruption. Oui. C'est du business. Donc, ça nourrit, n'est-ce pas, c'est des contrats, si vous voulez. C'est des contrats qui sont pilotés, qui sont attribués à ceux qui pilotent ces machins-là. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, nous devons débarrasser le continent africain de cette racaille. Je pèse bien mes mots, de cette racaille. L'amusement et les autres peuvent être utiles dans le contexte actuel en Ukraine. Ils peuvent être utiles au Yémen où, justement, vous avez les Yéménites qui sont tués tous les jours, mais ça n'intéresse ni Human Rights Watch, ni Amnesty International, ni le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Oui. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, et vous avez également, tous les jours, des Palestiniens qui sont tués, n'est-ce pas, par Israël. Et ça, tous les jours, les actions sont commises de ce côté-là. Ça n'a jamais intéressé l'ONU. Bien au contraire, il faut protéger, n'est-ce pas, Israël, qui a le droit de tuer tous les Palestiniens quand ça le change. Voilà la réalité. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait problème, c'est quoi? C'est que désormais, nous devons pisser sur le droit international. Et en même temps que nous devons déchirer la Charte des Nations Unies. Oui. Parce que il s'agit ni plus ni moins que de l'injustice qui est désormais établie, c'est-à-dire qui est désormais vêtue ou revêtue des oripeaux du droit international. Non. À travers l'attitude de l'ONU, après la plainte, n'est-ce pas, du Mali, nous comprenons tout simplement que la justice internationale est à géométrie variable. Oui. C'est-à-dire que la justice internationale vaut pour l'Union européenne, vaut pour les membres de l'OTAN, ça vaut pour les Nations Unies, ça vaut pour Washington, c'est-à-dire les États-Unis, mais ça ne vaut pas pour surtout les pays africains. C'est ce qu'il est question. C'est-à-dire que nous sommes là face donc à une situation d'injustice internationale. Or, il nous semble que lorsqu'on crée ce machin que vous appelez l'ONU, après les deux guerres, il était question justement qu'on puisse établir une sorte d'équité et de justice internationale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous constatons donc que c'est ceux qui ont l'argent, qui mettent de l'argent, qui contrôlent et qui dictent la loi à ce fameux droit international, cette fameuse justice internationale. Donc, il est donc enfin, je veux dire, l'opportunité, l'occasion est idoine pour que les États africains sortent de l'ONU. Et si ce n'est pas refondé, si ce n'est pas réformé. Attendez. Le continent africain, c'est quand même 54 États. Combien sont-ils membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies? Aucun. L'Union européenne, c'est combien d'États? 27. Combien sont-ils membres permanents au Conseil de sécurité? Vous voyez l'injustice. Une étude comparative, clairement, qui... Je dis que l'Union européenne a au minimum 4 pays qui sont membres permanents. Au moins 4. Le continent africain a 0. Et vous pensez que
vous avez donc des individus qui vous disent qu'il faut que l'Afrique ait au moins 2 places de membres permanents au Conseil de sécurité. Mais c'est se foutre du monde, ça. C'est vraiment se foutre du monde. C'est-à-dire que l'Union européenne, qui ne vaut rien du tout du point de vue démographique, du point de vue économique, du point de vue géopolitique, a au moins... Du point de vue démographique, voilà, a au moins, du point de vue de la superficie, si, ouais. A au moins 4 membres permanents. Ouais. C'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France. L'Afrique n'a rien du tout. Et vous continuez à nous imposer de rester dans ce machin. Je pense qu'il faut en sortir. Il faut certainement en sortir, Anatole Albert Aïssi. Ouvrons la brèche relative notamment à la réaction du gouvernement malien. Puisque le rapport en lui-même, il a été publié le 12 mai dernier. 48 heures plus tard, le gouvernement malien a donc fait une sortie officialisant, on va lire, l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les Nations Unies. Bamako attaque donc la mission d'établissement des faits du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies et ses présumés complices, espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et complot militaire. Voilà ce que reproche Bamako à l'ONU. C'est dans un communiqué bien sûr en date du samedi 13 mai 2023 que le gouvernement malien a annoncé que les Nations Unies étaient donc visées par cette enquête. Prenons les motifs, M. Anatole Albert Aïssi, espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, complot militaire. Telles sont les accusations qui pèsent désormais sur le Bureau aux droits de l'homme des Nations Unies. Comprenez-vous la réaction des autorités maliennes en réponse notamment à ce rapport qui vise à ternir leur image? Mais écoutez, c'est compréhensible, c'est même très révoltant. C'est très révoltant. C'est-à-dire que les individus peuvent se permettre de donner des leçons aux autres. Oui. C'est-à-dire poser les actes de manière impunie. Ils sont en Ukraine au nom de quoi? Mais il y a une coalition internationale qu'on a reçue en Ukraine au nom de la souveraineté, n'est-ce pas? Oui. De l'Ukraine, c'est ça? Au nom du droit international, c'est ça? Au nom de l'indépendance de l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais il dénie. Il dénie aux Maliens spécifiquement et plus généralement aux pays du Sud le droit à la souveraineté. Le droit à l'indépendance, le droit des peuples à se déterminer d'eux-mêmes. À l'autodétermination, si vous voulez. Voilà les contradictions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est très... moi, je pense même que les autorités maliennes font preuve de diplomatie. Quelle devrait être leur réaction dans un contexte pareil? Elle devrait être plus offensive et plus radicale. C'est d'autant que ce n'est pas la première fois qu'elles sont confrontées à de telles perfidies, à de telles exactions, n'est-ce pas, de la part de ces relais de la communauté dite internationale. Donc, je pense qu'elles sont très diplomatiques. Elles devraient même couper carrément d'abord les ponts. Avec toutes les chancelleries de cette oligarchie mondiale qui sont du côté n'est-ce pas, de Mali. Pour envoyer un signal fort. Mais écoutez, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je ne suis pas dans le politiquement correct. Lorsque vous avez en face des gens qui se prennent pour des races supérieures et que les autres sont des races inférieures. Non, il faut arrêter ça. Ils sont en Ukraine parce qu'ils défendent, parce qu'ils acceptent à l'Ukraine le droit à l'autodétermination, le droit à la souveraineté, le droit à l'indépendance. Mais ils font tout le contraire de ceux qui défendent en Ukraine, en Afrique, disons, au Mali. Ils font la même chose en République centrafricaine, ils font la même chose du côté de la Guinée-Conakry. Vous avez là-bas une ambassade américaine qui a carrément déclenché le compte à rebours pour un retour à l'ordre constitutionnel. De qui se prennent-ils? De qui se prennent-ils? Donc moi je pense que ils ne sont pas plus intelligents que vous et moi. Oui. C'est des pays pauvres. Ils ont besoin, n'est-ce pas, d'organiser des insurrections, d'organiser la criminalité pour continuer à survivre. Ce n'est pas le cas de chez nous. Mais ils le font parce qu'ils ont besoin des ressources qui sont du côté de Mali. Ils ont besoin des ressources qui sont du côté du Sahel. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs que là-bas. Il faut donc, puisqu'ils ne peuvent pas partir de leur gré, il faut, de mon point de vue, demander, en tout cas, aux patriotes de ce côté-là, aux panafricanistes qui sont engagés de ce côté-là, de les mettre hors tête nue. Et là, je salue justement l'initiative qui a été prise par le mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, qui, à partir du 25 mai prochain, va manifester pour le départ
de l'aménagement dont le mandat devrait être prorogé en juin prochain. Il faut absolument que cette racaille-là quitte le territoire malien, sinon c'est un danger. C'est un véritable danger et je pense que jusqu'à ce jour, l'armée malienne, puisqu'elle est également concernée dans ce fameux rapport, l'armée malienne a fait mieux que l'aménagement, a fait mieux que le G5 Sahel qui était censé combattre le terrorisme de ce côté-là. Les femmes font mieux, justement, que toute cette coalition des racailles internationales qui est de ce côté-là. Mieux. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce dont les autorités maliennes ont besoin, c'est qu'on leur foute la paix. Et ce dont l'armée malienne a besoin, c'est quoi? C'est qu'on leur donne tout simplement la possibilité de se déployer et qu'on les foute la paix également. On n'a même plus besoin des renseignements américains qui sont devenus des renseignements problématiques. On n'a même plus besoin des renseignements ni de l'assistance militaire hexagonale qui a été plus un problème qu'une solution. Et aujourd'hui, je pense que de manière autonome, les forces armées maliennes s'organisent et vont de victoire en victoire, contrairement à ce que prétend la propagande internationale. Dans un instant, Anatole, ici, nous allons parler de l'avenir de la MINUSMA. Est-ce que ce rapport rendu public et derrière la réaction du gouvernement signe aujourd'hui un divorce inéluctable donc entre Bamako et les Nations Unies? C'est principalement la question sur laquelle nous allons nous intéresser juste après notamment cette petite respiration. Nous retournons du côté de la réalisation, nous prenons la suite de nos informations et juste derrière, nous allons évoquer notamment l'avenir de la force de maintien de paix des Nations Unies du côté du Mali. Guillermo Lasso, président de l'Équateur, a décidé mercredi 17 mai 2023 de dissoudre le Parlement au moment où celui-ci s'apprêtait à annoncer sa destitution. L'ancien banquier de 67 ans est accusé de malversation dans le cadre d'un contrat public portant sur le transport pétrole brut. Guillermo Lasso est accusé par la gauche majoritaire du Parlement monocaméral de malversation dans le cadre d'un contrat public portant sur le transport de pétrole brut. Il lui est reproché d'avoir eu connaissance de ce contrat préjudiciable au pays et de ne pas être intervenu au début de son mandat pour y mettre un terme. Il avait plaidé mardi sa totale évidence et incontestable innocence face aux députés d'un pays miné par les querelles politiques et la violence. Il a demandé au Conseil national et électoral de convoquer des élections anticipées. La Constitution prévoit que l'organe électoral convoque dans un délai maximal de 7 jours après la publication du décret de dissolution les élections législatives et présidentielles pour compléter l'actuel mandat de 4 ans. L'ancien président Rafael Correa, leader de l'opposition malgré sa condamnation à 8 ans de prison par contumace pour corruption et en exil en Belgique, a qualifié la décision de Guillermo Lasso d'illégale et de coup d'État, estimant que c'était aussi le dernier clou planté dans son propre cercueil politique. Il pourra gouverner jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, en prenant des décrets-lois d'urgence économique, mais après avis favorable de la Cour constitutionnelle. C'est la première fois qu'un chef d'État utilise ce droit de dissolution. Disposition qui ne peut être activée qu'une fois lors des 3 premières années du mandat. Âgés entre 11 mois et 13 ans, 4 enfants ont été retrouvés mercredi 17 mai dans l'Amazonie colombienne, plus de 15 jours après le crash de leur petit avion, a annoncé Gustavo Petro, le président de la Colombie. Ils voyageaient avec leur mère retrouvée morte, tout comme les 2 autres adultes à bord. Une joie pour le pays, a soufflé mercredi le président colombien Gustavo Petro en annonçant la découverte sains et saufs de 4 enfants, dont un bébé de 11 mois, qui ont survécu seuls plus de 15 jours dans la jungle amazonienne après le crash début mai du petit avion dans lequel ils voyageaient avec leur mère retrouvée morte. Plus de 100 militaires aidés de chiens renifleurs étaient sur la piste des enfants après la découverte d'indices laissant espérer que l'impensable était possible. Plusieurs médias colombiens
ont toutefois émis des réserves à cette annonce du président Gustavo Petro, car l'information a d'abord été publiée par un faux compte Twitter, parodiant le ministre colombien de la Défense. Ce n'est qu'après que le chef de l'État ait tweeté avant d'être cité rapidement par la presse nationale et internationale. Si leur découverte est confirmée, les 4 mineurs âgés de 13, 9, 4 ans et un bébé de 11 mois devront raconter comment ils ont erré et réussi à survivre pendant plus de 15 jours dans la forêt vierge entre le département de Caqueta, où le petit avion a été retrouvé lundi, à la verticale, le nez écrasé au sol, avec une végétation dense, et celui de Guaviare, dans le sud de la Colombie. L'aéronef, un Cessna 206, avait disparu des radars le 1er mai dans les environs de San José del Guaviare, où il devait se rendre. Les autorités ont d'abord annoncé sa découverte lundi, avec à son bord le corps sans vie du pilote, mais sans trace alentour des 6 autres passagers. Puis mardi, ils ont annoncé la découverte du corps de la mère et d'une 3e personne dont l'identité n'a pas été précisée. Manquaient les enfants qui appartiennent à la même fratrie et sont des Ouïteros. Un peuple indigène, beaucoup de zones d'ombre persistent à l'heure actuelle sur le déroulement des événements après le crash de l'aéronef. La jungle est très dense et dangereuse dans cette région particulièrement reculée et les recherches étaient notamment rendues difficiles par la présence d'animaux sauvages, d'arbres pouvant mesurer jusqu'à 40 mètres de haut et de fortes pluies. Au moins 9 morts et plus de 10 000 personnes ont été évacuées après les inondations en Italie. Des inondations causées par de fortes pluies en Émilie-Romagne, dans le centre-nord du pays, et qui ont fait au moins 8 morts. Plusieurs disparus et des milliers d'évacués, entraînant l'annulation du Grand Prix de Formule 1 prévu ce week-end dans la région. Les rues de nombreuses localités en plaine ont été submergées par les eaux après d'abondantes précipitations et beaucoup d'habitants se sont retrouvés piégés, contraints de se réfugier dans les étages ou sur les toits de leurs maisons, tandis que de nombreuses routes locales étaient impraticables. Selon le ministre de la Protection civile italienne Nello Musumeci, 50 000 personnes sont privées d'électricité et la météo des jours à venir s'annonce des plus déplorables. Paris continue de faire recycler de l'uranium en Russie malgré les sanctions qu'elle a elle-même adoptées contre Moscou. Pour justifier sa dépendance à la technologie russe, la ministre française de la Transition énergétique a déclaré que son pays n'a pas rompu le contrat parce que le coût de renoncer à ce contrat avec la Russie rapporterait plus de devises à Moscou, compte tenu des sanctions qui sont prévues dans ce contrat, que de le mettre à minima. Pour ne pas laisser entrevoir que sa fierté a pris un coup, Agnès Pannier-Runacher a laissé entendre que la France ne dépend pas de la Russie dans le domaine du nucléaire civil et pourrait se passer des services russes de retraitement d'uranium, mais y renoncer favoriserait bien trop Moscou. En vérité, l'Hexagone est dépendante de la technologie russe en matière de traitement d'uranium depuis l'époque de l'URSS. Entre 1972 et 2010, la France a expédié en Sibérie une partie de son uranium de retraitement URT, issu du combustible usagé de ces centrales pour lui offrir une seconde vie. En 2018, le groupe EDF a même signé un contrat d'un montant de 600 millions d'euros avec une filiale du groupe russe Rosatom, Texnabexport, Tenex, pour recycler et enrichir de l'URT à l'usine Sevex dans la région russe de Tomsk en Sibérie occidentale. En mars 2022, le Haut Comité français pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire indiquait que EDF avait repris depuis 2021 l'envoi de l'eau pour réenrichissement vers la Russie. Selon une enquête menée en 2022 par Sputnik, les capacités d'Orano, ex-Areva, acteur majeur français de l'énergie nucléaire, à enrichir l'uranium retraité reste très limitées malgré sa nouvelle usine d'enrichissement à Trikastan. De plus, la production d'uranium enrichi assurée par les Russes s'avère beaucoup moins chère que celle effectuée par Orano. Dans la pratique, loin des discours politiciens, le commerce d'uranium entre Paris et Moscou se poursuit et la France continue depuis le début de la guerre en Ukraine en fin février 2022
à avoir recours à une usine située en Sibérie pour recycler des matières radioactives, comme l'ont montré différentes enquêtes dévoilées ces derniers mois. Un rapport de l'ONG Greenpeace publié le samedi 11 mars dernier documente d'autres aspects des relations entre la filière nucléaire française et le géant Rosatom et montre que l'influence russe est beaucoup plus étendue que ce que laissent entendre les acteurs du secteur. Les élus du Texas ont voté le mercredi 17 mai l'interdiction aux mineurs des soins de transition de genre, comme les traitements hormonaux et chirurgicaux, tandis que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, promulguait un texte similaire. Ces textes, adoptés dans 2 États républicains, constituent un nouvel exemple de l'offensive conservatrice sur les questions LGBT+. Pour devenir une loi, le texte doit encore être signé par le gouverneur républicain Greg Abbott, ce qui semble tenir de la formalité compte tenu de ses positions sur le sujet. Au Texas, la législation interdirait aux médecins de pratiquer de tels soins. Une exception est prévue pour les mineurs suivant déjà un traitement, mais ceux-ci doivent progressivement s'ensevrer d'après le document. L'an dernier, il avait ordonné à son administration d'inquiéter sur les parents dont les enfants reçoivent de tels traitements, les assimilant à de la maltraitance. Cela avait poussé des familles à fuir l'État. Au total, une quinzaine d'États ont adopté des restrictions de ce genre. D'autres lois s'attaquent à la discussion du genre à l'école, à l'utilisation de prénoms non genrés par les mineurs ou encore au spectacle de drag queens jugés trop sexualisés par les conservateurs. Illustration des divisions de la société américaine, des États démocrates ont au contraire promis d'être des sanctuaires pour les jeunes transgenres. Quel est l'avenir qui est réservé à la MINUSMA du côté du Mali dans un contexte de manifestations à répétition, en ayant bien sûr en vue cette grande mobilisation qui est également prévue le 25 mai prochain, avec notamment à la baguette, on va le dire, le mouvement Hirowolo qui devrait manifester donc contre la force de la mission de maintien de paix des Nations Unies du côté du Mali. Outre notamment cette grande mobilisation qui est donc annoncée, nous parlons surtout de ce rapport du Bureau aux droits de l'homme des Nations Unies, rendu public le 12 mai dernier, qui a notamment suscité l'ire des autorités de la transition qui ont au passage également ordonné l'ouverture d'une enquête pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État du Mali, par ailleurs également complot militaire. Dans un contexte donc marqué clairement aujourd'hui par une brouille entre les autorités de Bamako et les Nations Unies, on se pose la question, Anatole Albert ici, c'est de savoir quel sera de façon générale l'avenir de cette force de maintien de paix des Nations Unies déployée du côté du Mali, dont l'inefficacité sur le terrain n'est plus aujourd'hui approuvée. La MINUSMA étouffe, oui, sauf une mission de maintien de la paix ou de lutte contre le terrorisme. C'est l'objet qui lui a été... C'est ce qu'ils disent. Ouais. C'est ce que les mondialistes disent dans leur propagande. Si la MINUSMA était une mission une force de lutte, une alternative à la lutte contre le terrorisme du côté du Mali, on aurait des résultats. Le contingent de la MINUSMA est assez conséquent. Ils ont la logistique appropriée, ils ont les moyens opérationnels, je crois, également conséquents. Oui. Mais les juridictions ne suivent pas. Mais bien au contraire, ils s'activent et ils s'activent à d'autres activités sur le terrain. Mais justement, c'est un paradoxe qu'on a bien envie de comprendre, M. Anatole ici. Vous avez un dispositif beaucoup plus conséquent, parfois même plus conséquent que les forces armées maliennes qui sont sur le terrain. Vous avez des financements qui sont largement supérieurs à ceux, parfois, mis à la disposition des forces armées maliennes. Mais sur le terrain, il y a cette inefficacité avérée. Comment on explique ce paradoxe? Mais ce paradoxe est le fait qu'ils ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme. On ne lutte pas contre un concept. Parce que lutter contre le terrorisme, c'est un concept. C'est comme si vous disiez que vous luttez contre un démon.
un démon, sauf si pour les initiés, vous ne pouvez pas lutter contre un démon. Donc, en tant de manière physique. Donc, c'est des concepts. L'amusement n'est pas l'amusement et les autres ne sont pas au Mali pour... Non, ils sont là pour des activités illégales, pour des missions clandestines. La preuve, c'est que ils s'attellent à épier le déploiement et la montée en puissance des forces armées maliennes. Ils s'attellent à espionner les actions du gouvernement malien. Ils s'attellent à instrumentaliser une partie des Maliens, notamment une partie de la société civile, une partie de ceux qui est considéré là-bas comme l'opposition, une partie des chefs communautaires, une partie des chefs religieux. C'est à cela que l'aménagement s'attelle. C'est-à-dire qu'ils sortent carrément de leur champ. Elle fait tout sauf la mission pour laquelle elle a été déployée sur le terrain. Bien évidemment. Vous voyez qu'ils sortent carrément de leur champ de compétences. Ils étaient une force d'appui. Sur le papier, ils sont une force d'appui à l'armée malienne. Mais sur le terrain, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils veulent se donner des libertés, n'est-ce pas, de s'atteler à d'autres choses, de s'atteler à d'autres choses. Maintenant, lorsque les autorités maliennes prennent les responsabilités, en leur rappelant à l'autre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils prétendent que les autorités maliennes entravent leur mission en refusant de leur délivrer les autorisations, en refusant de délivrer les autorisations de survol du territoire. Mais il y a un problème. Vous ne pouvez pas vous engager dans des missions opérationnelles en l'absence des forces armées du pays hôte. Vous devrez vous déployer aux côtés des forces armées du pays hôte. Mais ce n'est pas le cas. Donc je pense que là, dans un contexte où le Mali est espionné, le Mali est martyrisé, il y a une propagande contre le Mali. Les autorités maliennes ont la responsabilité, ont le devoir, de prendre leurs responsabilités et puis de restreindre justement les mouvements, les opérations de ce côté-là. Mais comment comprendre comment expliquer leur présence actuellement encore sur le territoire malien, si justement elle est en train de tout faire, cette force, sauf véritablement la mission pour laquelle elle a été déployée sur le terrain. Mais actuellement cette force, avec les éléments contextuels que vous connaissez, les éléments conjoncturels que nous connaissons, c'est-à-dire les États qui ne suivent pas, quelquefois les moyens de moins en moins conséquents qui ne suivent plus, eh bien, elle est imposée parce que c'est du business. C'est des contrats. L'amusement, c'est un gros contrat. C'est des contrats financiers, n'ayons pas peur de le dire. C'est-à-dire que le coderme, c'est-à-dire un Italien, un soldat italien, un soldat français, un soldat, je ne sais pas, suisse ou bien tchécoslovaque, qui est déployé au Mali. C'est beaucoup d'argent qui dépasse de loin son salaire qu'il peut percevoir. Ça veut dire que dans une mission de la MINUSMA, se cache derrière de gros contrats et des contingents de plusieurs pays. De plusieurs pays, et c'est des gros contrats. Ce n'est pas de la philanthropie qu'ils font, contrairement à ce que leur propagande dit. C'est des gros contrats, c'est des business, monsieur. Les opérations extérieures, c'est des gros contrats, c'est des business. La contrepartie, c'est quoi? La contrepartie, très souvent, c'est ce que les autres contestent n'est-ce pas, contestent à la diplomatie russe ou bien aux instituteurs russes, ça dit que la signature des contrats, qui ne sont pas léonins en tout cas, qui ne sont pas exorbitants, mais les moyens suivent quand même. Je veux dire, les résultats suivent du côté du Mali. Nous voyons aujourd'hui que contrairement au narratif qui est porté par leurs propagandistes et par les médias mainstream, les forces armées maliennes sont montées en puissance et ont des résultats sur le terrain. Maintenant, pour brouiller les pistes, pour jeter le propre sur les forces armées maliennes, que disent les propagandistes internationaux, outre-Atlantique ou bien outre-Méditerranée? Ils disent que non, les forces armées maliennes passent plus de temps à commettre des exactions. Ouais, et la même chose qu'ils disent, n'est-ce pas, de l'armée burkinabé. C'est-à-dire que lorsqu'ils envoient les terroristes commettre des actions contre les civils, contre les cibles civiles, eh bien, on les attribue à qui? On attribue ces exactions aux forces armées irrégulières. Voilà, donc, dans ce contexte-là, il est important que l'armée malienne se réarticule et que le peuple malien dégage ses forces d'occupation désormais
établis en Mali, hors du Mali. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de prendre l'exemple du Cameroun, des forces armées camerounaises. Si le Cameroun n'avait pas, si le commandant en chef de l'armée camerounaise n'avait pas réarticulé justement l'armée camerounaise, certainement, le Cameroun serait devenu un califat. Ouais. C'est-à-dire un pays qui... restructurer ou bien réformer l'armée. Il faut le faire, doter l'armée, n'est-ce pas, des moyens conséquents, doter à l'armée d'une idéologie, des objectifs précis et les moyens qu'il faut. Aujourd'hui, vous avez l'armée camerounaise qui est sur plusieurs fronts, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Ça veut dire qu'il faut donc se doter, n'est-ce pas, l'armée malienne, pas seulement l'armée malienne, les armées qui sont engagées au Sahel, des moyens conséquents, des moyens humains, les moyens opérationnels, les moyens économiques, les moyens financiers pour se déployer. C'est ce qui est la question. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question c'est de savoir, est-ce que véritablement le Mali a encore besoin de la présence des armées d'occupation étrangères? Non. Le Mali, de notre point de vue, devrait plutôt s'engager dans une synergie opérationnelle avec les armées des pays limitrophes, c'est-à-dire qui sont en proie à l'insécurité, telle que le Burkina Faso, telle que la Guinée-Conakry, entre autres. Le Niger a choisi son camp de servir, n'est-ce pas, d'être le larbin justement de l'OTAN, d'être le larbin de l'Union européenne, d'être le larbin de Washington. Ils ont fait leur choix, ainsi que celui qui a en Côte d'Ivoire, mais il faut tout de même que les pays qui sont engagés dans une sorte de rupture, dans une sorte dans un processus d'affranchissement, puissent s'engager dans une fédération. Je crois que ils font tout. Ils font tout, simplement. Ils font tout. Ils mettent tout en œuvre pour que ce projet de fédération entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. La Guinée ne prospère pas, parce que si ça prospère, ça veut dire que ça va peut donner des idées à d'autres pays. Et vous savez que pour eux, le continent africain, ce n'est qu'un continent pourvoyeur de matières premières, une zone d'influence pour un terrain de jeu pour les autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Mali n'a plus besoin sur son sol des forces d'occupation qui s'engagent dans des activités criminelles, d'espionnage, mais surtout de déstabilisation. Dans quelques jours, Anatole ici, l'avenir de cette force de la MINUSMA, on va le dire, se jouera forcément du côté des Nations Unies au siège, avec cette probabilité que le mandat soit renouvelé ou pas. Alors, pour vous, quel est le scénario qui se dessine au regard notamment des réalités sur le terrain? Le mandat de la MINUSMA sera-t-il renouvelé ou pas? Ce sera renouvelé, puisque c'est Paris qui s'active à ce qu'il soit renouvelé. Et vous savez que Paris a des amis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Ouais. Donc, ils ont des alliés et ils vont faire bloc. Je parle du bloc européen, le bloc otanien, parce qu'ils ont des objectifs, ils ont un agenda du côté du Sahel comme du côté du Golfe de Guinée. C'est-à-dire qu'ils se proposent dans les jours à venir, dans les mois à venir, à s'engager dans une guerre, justement par extension, si vous voulez, par extension du côté, n'est-ce pas, du continent africain, et plus précisément du côté dans la zone sahélo-saharienne. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important que la diplomatie malienne fasse tout ce qui est à son possible pour éviter, n'est-ce pas, la prorogation du mandat de la MINUSMA. Parce qu'aujourd'hui, quel devrait être le motif de prorogation de ce mandat-là? Les résultats sur le terrain? Non. La stabilisation du Mali? Non. Le recul de l'insécurité? Non plus. Quel devrait être le motif qui Rien ne plaide de toutes les façons pour une prorogation. Aujourd'hui, vous avez... Si ils peuvent écouter, je sais qu'ils n'écoutent jamais, s'ils peuvent écouter la volonté populaire des Maliens et qu'ils ne veulent plus de la MINUSMA, il faut qu'ils soient attendus, parce que... Vous faites allusion à la manifestation du 25 mai prochain. Et les autres qui vont suivre. Et celles forcément. Et les autres qui vont suivre, parce que là, si le mandat de la MINUSMA est prorogé, je voudrais tout simplement demander aux Maliens de faire exactement comme les Congolais de qui ça ont fait avec la MONUSCO, c'est-à-dire démanteler de force cette affaire. Parce que cette force d'occupation n'est pas là pour aider le Mali et les Maliens à sortir justement n'est-ce pas, de l'insécurité. Ils alimentent plutôt l'insécurité pour continuer à légitimer leur présence. C'est ça qui est la question. C'est-à-dire qu'ils alimentent
ils fournissent la logistique aux terroristes. Oui. Pour continuer, ils sont des relais politiques des terroristes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le Mali... Ça veut dire que ce que vous dites est très pertinent, monsieur Aïssi. Pourquoi? Parce que cette mission, ou du moins l'objectif de cette mission ne sera justifié que dans la mesure où l'insécurité persiste et perdure. Justement. Ouais. Donc, la mission ne gagne rien aujourd'hui à enrayer la menace djihadiste. Bien évidemment. Cela inclut, ou du moins implique, son départ du Mali. C'est pourquoi c'est pertinent ce que vous êtes en train de relever. Absolument. Justement. Oui, bien évidemment, parce que pour continuer à légitimer, à justifier sa présence, ouais. il faut continuer à entretenir. Il faut entretenir le contexte d'insécurité. Oui, il faut continuer à alimenter l'insécurité. Ouais. Donc, c'est pour cela que ils multiplient les campagnes de bashing contre à la fois les forces armées maliennes, en créant autour, n'est-ce pas, de l'armée malienne des exactions imaginaires, en faisant la propagande anti-gouvernement malien, les accusant des génocidaires, d'irrespectueux des droits de l'homme, des droits humains, des droits internationaux, tout ce que cela comporte. Donc, il faut donc continuer à alimenter ces discours pour maintenir et légitimer, n'est-ce pas, leur présence. Moi, je ne prends pas au regard des résultats mitigés, forcément très contestés et contestables de l'amusement, sa présence ne se justifie plus. Ça, la présence de la MINUSMA ne peut plus se justifier. Vous avez plusieurs forces étrangères en territoire malien. Vous avez le GSM, vous avez l'armée malienne, vous avez la force Takuba, vous avez la MINUSMA. Mais vous n'avez pas de résultats, monsieur Baudelaire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un tricot. Ça veut dire que les objectifs sont ailleurs. Ça veut dire que on empêche même à l'armée malienne, lorsque se déploie vêtements, de travailler normalement. C'est pour ça que régulièrement, elle est épiée, elle est lapidée. De l'autre côté, on a en train de vouloir créer une sorte de califat au nord du Mali, où vous avez carrément un État dans l'État qui est devenu justement l'antre terroriste. Vous parlez de Kidal. Oui, de Kidal et Gao. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'un pays soit balkanisé? C'est-à-dire qu'un pays doit soit balkanisé. D'un côté, vous avez le pouvoir de Bamako, de l'autre côté, on vous crée, n'est-ce pas, une autre capitale du côté de Kidal. Et tout ça, c'est-à-dire qu'on voudrait diriger le Mali par procuration, c'est-à-dire c'est la fameuse communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, qui doit pouvoir co-diriger le Mali. Est-ce qu'ils peuvent accepter ce genre de choses chez eux? C'est pour laquelle il vous fait comprendre que ce qui n'est pas acceptable chez eux ne peut pas être accepté chez nous. Voilà. Si ça perdure, nous serons l'obligation d'engager la lutte armée. Je le dis et j'assume. Sans toutefois vouloir faire l'apologie de la violence, monsieur Adatola, ici, quand vous parlez de lutte armée. Je ne fais pas l'apologie de la violence. Nous constatons une chose. Je ne fais pas l'apologie de la violence. Oui. C'est eux qui nous font la violence tous les jours et chaque matin. Je suis en train de vous faire comprendre ceci. Et on va d'ailleurs sortir par là, puisqu'on ne sort pas à la fin de l'émission. Faisons le bilan. Oui. Commençons par à côté de chez moi, le Cameroun, en République centrafricaine. Que se passe-t-il là-bas? Tous les jours, vous avez les groupes armés qui sont financés. Tous les jours, vous avez des mercenaires étrangers qui bombardent les cibles civiles et militaires. Tous les jours, vous avez n'est-ce pas, des coopérants étrangers qui sont assassinés. Tout récemment, c'était les coopérants chinois. Qui étaient assassinés. Oui. Et donc, les assassinats sont attribués à qui? Au pouvoir en place, au régime en place, ou bien aux forces armées centrafricaines. Oui. C'est inacceptable. Vous avez les populations civiles qui sont assassinées parce qu'ils veulent continuer à justifier leur présence de ce côté. Vous avez, allons du côté du Burkina Faso. Tous les jours, vous avez les civils qui sont assassinés, les femmes qui sont violées, assassinées, les enfants qui sont assassinés. Qui organise ces activités de mercenariat? Ce sont les étrangers. Ce sont des mercenaires étrangers qui organisent cela. Ce sont des terroristes qui sont financés, qui sont, je veux dire, équipés par le regard international, qui peut continuer à maintenir sa présence pour continuer à appuyer le pays. Donc, je pense que ce genre de choses, on ne peut pas continuer à... On peut voir ces choses et rester inactif. Voilà. À un moment donné, tout à l'heure, je vous ai pris le contexte.
de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, qui est pour nous une voie. Mais avant, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous prenons le cas également de la Centrafrique, où vous avez un criminel de guerre reconnu comme tel, oui, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, mais qui est protégé par qui? Par ceux-là qui ont la prétention d'être respectueux du droit international, des droits humains, du humanité international, qui, les États-Unis, qui protège Bozizé, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par la justice, n'est-ce pas, de la justice centrafricaine, qui est un groupe armé, qui est connu et reconnu, qui commet des exactions contre les civils en République centrafricaine, qui est protégé. On lui a même trouvé un asile volontaire, c'est-à-dire que les États-Unis, avec la France, lui ont trouvé un asile. En Guinée-Bissau, est-ce que c'est sérieux? Vous pouvez continuer à accepter cette chose? Non. Ce que j'ai l'habitude de le dire, M. Baudelaire, on sort par là, ce que nos dévanciers dans le combat, oui, ont subi, ont accepté, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas le subir. Ça, il veut le dire, j'assume ce que je dis. Voilà, merci à vous, M. Aïssi. Anatole Albert, on rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes le directeur de publication du bimensuel Le Cactus, qui paraît notamment du côté du Cameroun. Un plaisir de vous avoir eu tout au long de cette semaine dans le cadre de cette émission de For You Matin. Merci également à vous, nombreux téléspectateurs, auditeurs ou encore internautes. Nos programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde.